Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le livre «Qu'est-ce qu'une vie accomplie?» que je viens de publier chez Odile Jacob. Et pourquoi ce titre? D'abord, qu'est-ce qu'une vie accomplie? Pourquoi accomplie plutôt que vie réussie, vie heureuse, vie équilibrée, ou vie bonne, qui est un concept que les philosophes, manient, volontiers? Eh bien parce que tous ces concepts, vie équilibrée, heureuse, vie bonne et cetera, me paraissent se référer à la vie comme un état permanent ou pérenne qui continuerait indéfiniment, un peu comme une maison. Une maison, quand on est dedans, on cherche à la rendre la plus agréable possible, la plus belle possible, et on espère y vivre indéfiniment. Mais la vie n'est pas une maison. La vie, c'est une histoire et une trajectoire et qui se termine, nous le savons tous, par la mort. Et c'est la raison pour laquelle la notion d'accomplissement, la notion de vie accomplie me paraît plus appropriée. La deuxième raison, elle est, je dirais, empirique. Dans un certain nombre de pays, par exemple en Belgique ou aux Pays-Bas, il y a des personnes qui estiment, pour diverses raisons, maladie grave, incurable, ou vieillesse, ou tout simplement fatigue de vivre, que leur vie est accomplie. Euh, Pourquoi disent-elles ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà aussi une source de l'interrogation qui alimente mon livre. Et nous allons essayer d'en voir les grands axes en nous appuyant sur des tableaux. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'aime philosopher à partir d'œuvres d'art, tableaux ou poèmes ou chansons ou romans. Et donc là, nous allons prendre quelques tableaux et nous allons essayer de voir en quoi ils nous permettent d'avancer sur ce que c'est qu'une vie accomplie. Alors, ce tableau de Ghirlandaio, Le vieil homme et l'enfant, qui se trouve au Louvre, peut nous permettre d'avancer dans notre réflexion sur la vie accomplie. Cet homme qui contemple son petit-fils assis sur ses genoux, visiblement il est à la fin de sa vie. Il regarde l'enfant, son petit-fils sans doute, qui représente pour lui à la fois le passé d'une jeunesse qu'il a perdue depuis longtemps et un avenir qui va se faire sans lui. Il se saisit circonscrit dans le temps comme dans l'espace par cet enfant. Accomplir sa vie, c'est donc d'abord la saisir comme une réalité qui se déploie par contraste avec d'autres qui viennent la limiter, qui viennent me limiter. Le vieil homme ne cherche pas dans le regard de l'enfant une reconnaissance, il y trouve simplement l'évidence qu'il est comme une œuvre parmi d'autres œuvres. Si nous entrons dans un musée, les tableaux sont accrochés, souvent par dizaines, côte à côte, sur le même mur. Il y a des tableaux qui sont sublimes, il y en a d'autres qui sont médiocres, mais chacun est un univers en soi. Si je m'arrête sur un tableau, j'oublie les autres, je m'absorbe dans ce tableau, je ne vois plus que lui. Il n'y a plus de mur, il n'y a plus de toile accrochée comme des légumes sur un étal de marché. Il y a une œuvre qui, au moment où je la contemple, anéantit toutes les autres dans un oubli qui évidemment est momentané, mais qui est quand même radical. Alors, dans l'œuvre de Ghirlandaio, il y a un tableau dans le tableau. La fenêtre qui s'ouvre derrière les personnages montre un paysage représentant deux montagnes. Alors, si on regarde bien, la première montagne, celle qui est devant, est couverte de végétation. C'est ce qu'on pourrait appeler une montagne jeune. L'autre est à l'arrière-plan, elle est dénuée, elle est désolée, elle se réduit en fait à un rocher aride. C'est une montagne qu'on pourrait dire vieille. De l'une à l'autre, on aperçoit un chemin qui les relie. L'analogie avec les deux personnages est évidente. Le tableau suggère l'idée que la vie humaine, eh bien, la vie qui va de l'enfant au vieillard, cette vie humaine pourrait se concevoir sur le modèle de la vie naturelle, de la vie biologique, celle qui va, elle aussi, de la jeunesse à la maturité, puis au vieillissement. C'est la trajectoire des plantes, celle des animaux, celle de tout être vivant. Mais en même temps, le visage méditatif de l'homme montre qu'il s'interroge sur cette analogie. Est-ce qu'on peut concevoir la vieillesse? C'est une question philosophique que nous nous posons tous, je pense. Est-ce qu'on peut concevoir la vieillesse et donc la vie humaine comme une simple illustration, comme une sorte de cas particulier ou d'exemple de la vieillesse et de la vie naturelle? Alors,
Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'à la fois il présente l'analogie entre vie naturelle et puis vie humaine, et en même temps il la met en question, hein. Il nous oblige à nous demander s'il suffit de vivre tout simplement, sans s'interroger sur la question de savoir s'il n'y a pas une spécificité de la vie humaine qui interdit de l'appréhender selon la logique, selon les catégories ou les modalités de la vie tout court, hein, c'est-à-dire comme un processus, comme un cheminement, un parcours qui va de la naissance à la mort, en passant par différentes étapes, l'enfance, la jeunesse, la maturité, la vieillesse. Alors, le fait que les deux personnages ne regardent pas le paysage, le fait qu'ils s'en détournent pour se considérer l'un l'autre, suggère que non. La vie humaine n'est pas une simple évolution, n'est pas une simple histoire qui va d'un point à un autre. Ce n'est pas un récit, ce n'est pas une histoire naturelle, hein, au sens où on pourrait entendre cette expression. Et si nous regardons le vieil homme, en plus, ce nez bourgeonnant, confirme cette idée qu'il ne se peut pas se réduire à sa vie biologique, à sa trajectoire en quelque sorte naturelle, biologique. Les commentateurs ont identifié dans ce nez bourgeonnant, qui frappe évidemment, une maladie de la peau, un cas de rhinophyma qu'on ne savait pas soigner à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré cette laideur repoussante, l'enfant regarde son aïeul avec tendresse et pose sa main sur sa poitrine, dans un geste qu'on peut vraiment interpréter, je crois, comme un signe d'affection. Et donc le tableau nous invite à renoncer à parler de la vie, ou de vivre sans s'interroger sur ce que c'est que la vie et ce que c'est que la vie humaine et la distinction qu'il convient de faire entre vie humaine et vie naturelle. Et un autre peintre va nous aider à préciser cette distinction. Ce tableau de Hopper peut être interprété, c'est du moins l'interprétation que je vais en donner, comme une représentation métaphorique de la vie humaine. Quand on le regarde, plusieurs points frappent. D'abord, la jeune femme est dans le compartiment d'un train, ce qui suggère que la vie, au sens biologique, avance comme un train. Elle ne nous demande pas notre avis. Elle nous emporte dans un mouvement général qui, comme le train, roule de manière aveugle. Nous sommes embarqués, nous sommes tous des voyageurs en route pour une destination inconnue ou plus ou moins connue. En second lieu, la jeune femme est seule dans son compartiment, ce qui suggère que dans ce mouvement général, chacun de nous est seul, est confiné dans sa subjectivité, seul dans sa bulle. Ce que disait la chanson de Starmania, on dort les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, on se caresse, on se cajole, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours seul au monde. Donc le tableau est une métaphore aussi peut-être du récent confinement, paradoxalement, pour nous sauver tous, nous avons été obligés de nous isoler les uns des autres. Troisième chose intéressante dans ce tableau, la fenêtre. Comme chez Ghirlandaio, il y a une fenêtre, et cette fenêtre laisse entrevoir, comme chez Ghirlandaio, un paysage. Sauf que là, le paysage défile. On voit un soleil couchant qui évoque plutôt la fin du jour, donc un achèvement ou une terminaison, et puis on voit une rivière avec un pont. Et comme dans le tableau de Ghirlandaio, c'est donc le thème d'un écoulement naturel qui est évoqué, comme le chemin dans le tableau de Ghirlandaio, qui suscite la comparaison avec le cheminement du train. La rivière et le train s'écoulent tous les deux, se déplacent en quelque sorte en emportant sur eux l'une un bateau, des bateaux, l'autre des voyageurs. Quatrième point, la jeune femme. La jeune femme, elle lit. On ne sait pas trop ce qu'elle lit. Sur la banquette, il y a des livres et elle a en main ce qui doit être un magazine. Donc, par cette lecture, elle s'échappe à la fois du mouvement du train qui l'emporte et du paysage qui défile. Et elle s'absorbe dans une troisième dimension, pourrait-on dire, qui n'est ni l'espace ni le temps, qui est l'imaginaire. On peut supposer qu'elle lit un roman ou un article sur un pays lointain. Et donc, en échappant à la fois au temps et à l'espace, elle se concentre sur ce qu'on pourrait appeler une troisième réalité, qui prend la forme en même temps d'une œuvre close, hein, un livre. Un livre se donne comme irréel par rapport au cadre réel du train et le cadre du paysage, mais en même temps, un livre est un objet clos, alors que le train a quelque chose d'infini dans son mouvement et l'espace aussi. Un livre est quelque chose qui est limité, c'est une chose qu'on peut tenir en main en quelque sorte.
Mais cet échappement de la jeune femme, ça n'est pas une évasion. Elle garde, on peut penser qu'elle garde la conscience du voyage et du paysage, c'est-à-dire de la réalité dans laquelle elle se trouve. Mais en même temps, en se concentrant sur son livre, elle se projette dans une sorte d'idéalité, pourrait-on dire, d'intemporalité qui la soustrait aux contingences du voyage. On pourrait même faire l'hypothèse que le cahier qu'elle tient en main, ça pourrait être aussi le manuscrit d'une œuvre qu'elle est en train d'écrire, peut-être un roman, peut-être un essai. Donc le tableau représente l'image de ce qu'on pourrait appeler une concentration distraite. La jeune femme semble concentrée sur son livre, ou son magazine, ou son cahier, mais en même temps, on ne voit pas ses yeux, ils sont cachés par son chapeau. Et donc rien ne nous dit qu'elle ne rêve pas, qu'elle n'a pas quitté sa lecture pour quelques réflexions ou quelques méditations. Donc si maintenant nous essayons d'interpréter cette œuvre négativement, si cette femme pensait au voyage, à son heure d'arrivée, au retard éventuel du train, à la correspondance qu'elle risque de rater, à la personne peut-être qui l'attend à la gare d'arrivée, elle serait dans une anxiété qui la tiendrait inquiète, préoccupée. Si cette femme priait, si elle récitait son chapelet, elle serait dans la soumission à une transcendance. Le voyage en train serait pour elle quelque chose de dérisoire, un détail subalterne. Ça serait la vie qui croit en Dieu, qui s'évade de la vie présente dans une sorte d'éternité et vers un Dieu souverain et supérieur. Et si enfin cette femme ne lisait pas, si elle regardait ce qui se passe dans son comportement, si elle s'intéressait à sa situation immédiate, eh bien, elle s'abîmerait dans le vide de l'instant, ici et maintenant, et ça pourrait se rapprocher de la vie centrée sur la recherche de la pleine conscience. Or, elle ne fait aucune de ces 4 démarches, et c'est seulement en se plongeant dans un livre, mais en même temps en gardant un œil distrait sur le voyage et le paysage, qu'elle fait ce trajet en train, et qu'elle fait de ce trajet en train une vie qui, au terme du voyage, aura accompli quelque chose, au moins la lecture du livre ou du magazine qu'elle est en train de lire. Alors, un dernier tableau va nous permettre de conclure cette réflexion sur ce que c'est qu'une vie accomplie. Cette toile de David représente la mort de Socrate. Alors, vous allez me dire, Socrate ne s'est pas suicidé, il a été condamné à mort par les Athéniens et il a bu la ciguë en raison de cette condamnation, donc il est mort en quelque sorte malgré lui. Mais non, c'est pas tout à fait vrai. On sait qu'il aurait très bien pu échapper à la mort, même ses juges le lui proposaient ou étaient prêts à fermer les yeux, et ses disciples auraient très aisément organisé sa fuite. Et Socrate, comme on le sait, a refusé cette possibilité. Donc on peut dire que d'une certaine manière, il est mort volontairement, en tout cas délibérément, après une délibération avec soi-même et d'ailleurs aussi un peu avec ses disciples. C'est cette délibération qu'il expose dans l'Apologie de Socrate, qui se conclut par cette déclaration, je cite, « Cette condamnation est la preuve qu'il était pour moi meilleur de mourir dès à présent et d'être libéré des choses de ce monde. » Donc cela veut bien dire que Socrate reprend à son compte en quelque sorte la condamnation à mort et qu'il transforme cette décision prise par d'autres en sa propre décision, un acte de sa propre liberté. Il indique clairement dans cette déclaration qu'il estime sa vie accomplie, un peu comme le Christ d'ailleurs plus tard affirmera que le Christ dira « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne » ou qui la quitte, ce qui revient au même. Donc cette vie accomplie implique qu'elle puisse s'accomplir, c'est un peu un truisme que de dire ça, c'est-à-dire qu'elle se termine lorsqu'elle juge avoir atteint son plus haut point de perfection possible. Le mot perfectum en latin avait un double sens, ce qui est fait et ce qui est parfait, c'est-à-dire ce qui atteint à la fois son point d'achèvement et son excellence. Et c'est exactement ce que dit Socrate. Son geste, tel que le peint David, l'indique, on ne le force pas à boire la coupe de ciguë, c'est lui qui la prend de sa main droite, tout en donnant une dernière justification à sa décision, en levant son bras gauche et en s'adressant à ses disciples. Ses disciples, justement, on voit bien, David le montre bien, qu'ils ne comprennent pas sa décision. Un seul l'écoute. Les autres se cachent le visage, se détournent, certains même s'enfuient au fond.
Donc ce contraste suggère que la volonté de mourir délibérément n'est pas naturelle, hein. Elle contredit l'éthique de la vie au sens biologique du terme, qui commande de persévérer dans son être, de vivre à tout prix le plus longtemps possible. Aujourd'hui, le succès d'une notion comme celle de résilience en témoigne, qui relève d'une autre éthique. Donc on peut se demander pourquoi est-ce que Socrate a voulu mourir alors qu'il aurait très bien pu continuer à vivre. Socrate aurait pu continuer à enseigner, il aurait pu continuer à avoir autour de lui, à Athènes ou ailleurs, une petite communauté de disciples et d'amis fidèles, avec une réputation établie, donc sa réussite n'était pas menacée. Il aurait pu continuer à participer à des banquets, comme il les aimait, jouir du plaisir de la compagnie des jeunes hommes, comme Alcibiade, donc son bien-être, son bonheur n'étaient pas davantage menacés. Il aurait pu continuer à penser, discuter, chercher la vérité, explorer le monde des idées, peut-être faire de nouvelles découvertes, échafauder de nouvelles théories. Il avait encore toute sa vigueur intellectuelle pour cela, donc sa présence à soi, sa pleine conscience, pourrait-on dire, n'était pas non plus compromise. Donc pourquoi est-ce qu'il veut malgré tout mourir? Il explique très bien lui-même, parce que en continuant à vivre, il désobéissait aux lois de la cité, alors qu'il a toujours enseigné qu'il fallait obéir aux lois, et même si elles sont injustes. Donc, en continuant à vivre, il aurait détruit ce qui faisait l'essentiel de sa vie, sa valeur, sa dignité, à savoir la vérité de son enseignement. Mourir, c'était pour lui la seule façon d'accomplir sa vie, c'est-à-dire de ne pas la désavouer, de ne pas la discréditer, de ne pas la dévaloriser par son inconséquence. C'était la seule façon de prouver qu'il défendait ses idées parce qu'elles étaient justes ou vraies, et non pas parce que ça lui donnait la célébrité ou l'amitié, le bien-être ou peut-être même, encore une fois, la pleine conscience de lui-même. Donc on peut dire que c'est en mourant qu'il accomplit sa vie par exigence d'en faire une œuvre qui vaut en elle-même et pour elle-même et qui n'est pas simplement un désir d'exister à tout prix. Euh, Autrefois, on appelait ça l'honneur, mourir plutôt que se déshonorer, c'est-à-dire trahir ce qui faisait la dignité de la vie, de sa vie. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de cohérence et de rigueur, mais le sens est le même et on peut se demander s'il n'y a pas aujourd'hui, comme toujours, comme du temps de Socrate, comme au temps des morales de l'honneur, des situations où il est en quelque sorte indigne de vivre, des situations où continuer à vivre serait désavouer en quelque sorte tout ce qui fait l'axe ou le principe ou l'engagement de toute notre vie. C'est à chacun d'en décider, bien entendu, mais c'est une manière de vivre qui se détache de toute idée de persévérer dans son être indéfiniment ou en tout cas le plus longtemps possible. Donc, en fin de compte, le dessin de Serre, du dessinateur Serre, nous permet au fond un contraste entre deux appréhensions de la mort. Dans le dessin de Serre, on voit que la mort, c'est quelque chose qui est une fatalité, une nécessité. L'image du sablier symbolise cette espèce d'angoisse terrifiante d'une mort que nous subissons, que nous attendons sans avoir aucune prise sur elle, qui advient malgré nous. Et nous-mêmes, on le voit bien, le personnage du sablier souhaite vivre le plus longtemps possible et en tout cas, il veut échapper à cette espèce d'écrasement qui le menace à l'intérieur du sablier où il est enfermé. Et puis il y a la mort de Socrate. La mort de Socrate, pour qui la mort c'est quelque chose qu'il veut, qu'il a décidé une fois pour toutes. Et bien entendu, peut-être que Socrate, s'il n'avait pas été condamné à mort, ne serait jamais passé à l'acte. Il aurait probablement continué à vivre. Mais le simple fait d'être décidé à ne pas vivre à n'importe quel prix, à ne pas vivre, disons, dans n'importe quelle condition, eh bien, c'est déjà une autre manière de vivre et une autre manière d'appréhender la mort. Donc la question socratique, c'est en même temps une éthique qui change la mort, mais qui change aussi la vie. C'est donc une manière de construire et d'accomplir sa vie, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer et de développer à travers toute une série d'analyses d'écrivains, de poètes comme Baudelaire, Rimbaud et d'autres, dans mon livre, donc, Qu'est-ce qu'une vie accomplie? Je voudrais conclure cette réflexion en revenant sur l'origine du mot accomplir. Aujourd'hui, accomplir signifie réaliser
réaliser une action, réaliser un projet, on parle d'accomplir un exploit. Au Moyen Âge, le verbe accomplir vient d'un mot qui signifie tenir sa promesse, être fidèle à un engagement. Et c'est exactement ce que fait Socrate. Socrate décide de mourir délibérément pour rester fidèle à son enseignement, c'est-à-dire pour rester fidèle à tout ce qui est la vérité de sa vie. Et donc, il quitte la vie précisément pour l'accomplir. Et par là même, il nous pose une question à nous. Est-ce que nous aussi, il n'y a pas des promesses ou des engagements qui sont supérieurs au souci de vivre? Autrement dit, est-ce que nous devons et est-ce que nous voulons vivre à tout prix? Ou bien est-ce que nous estimons qu'il y a des choses qui l'emportent sur la vie au sens biologique du terme? Et aujourd'hui, dans la conjoncture d'où nous sortons, eh bien, je crois que cette question se pose avec acuité et elle a d'ailleurs été posée par chacun de nous en fonction des risques que nous avons pris. Voilà, c'est toutes ces questions-là que j'ai essayé de développer dans ce livre. Et donc, j'espère qu'il pourra peut-être intéresser ceux qui sont préoccupés par ces questions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir.